sportifs à toutes et tous. C'est l'heure où le foot européen prend le pouvoir sur les ondes de Sport FM. Histoire de retraite dans la sphère des sélections nationales. Après Griezmann, champion du monde avec l'équipe de France. En Outre-Pyrénées, c'est Andrés Iniesta qui dit stop à la pelouse. Il a choisi le 8 octobre comme son numéro. C'est tout un symbole, on pourra dire, pour celui qui danse avec le ballon. Retour sur une carrière exceptionnelle de joueur qui a marqué son temps. La Ligue des Nations également au menu. Défaite surprise d'Detroit Lions. On parle également de la France qui déroule dos à dos. La Belgique et l'Italie font match nul. L'Allemagne à l'assaut de la Bosnie dès ce soir. Et puis également l'Espagne qui joue contre le Danemark. Cette fin de semaine, vous allez avoir également l'occasion de parler justement d'Andrés Iniesta. Ce que vous retenez du monsieur durant son parcours dans le monde footballistique. Ce sera au téléphone avec les numéros que vous connaissez déjà par cœur, 92 03 60 31 97 24 26 26. Numéro 887 de PFE sur les ondes de Sport FM. On remonte le générique et derrière, on revient en studio pour la suite de l'émission. Rendez-vous du foot européen. Nous sommes sur la Terre et non sur la planète Mars. Bonjour Franck Lunyama et bienvenue à vous également. Merci Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? On va dire que tout va bien. Tout va bien. Sauf que oui, le moral, vous savez. Ne vous inquiétez pas. Après, vous êtes un guerrier après tout. L'humiliation, on va dire. Bon, ne vous inquiétez pas. Nationale. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous des guerriers. De toutes les façons, c'est une chute. Il va falloir rapidement se relever. Elam Nayo, bonjour, vous avez le sourire, hein, c'est bon signe. Oui, comment vous allez? Tous les buts que le Bayern inflige aux gens, l'Algérie a fait le truc hier. Et Franck, je vous demande comment vous allez. Laissons l'Algérie de l'autre côté. Dites-moi comment vous allez. C'est bon comme ça. Ça va bien, on rend grâce. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 5e jour de la semaine. Et on est là. Vous êtes un Kofi? Oui, Kofi, bien évidemment. Ça se comprend. Le sourire. Ah ouais. Et la Nob, bonjour et bienvenue dans cette émission. La vie est beau, comme dirait quelqu'un. Non, n'induisez pas les enfants en erreur. On ne dit pas la vie est beau, s'il vous plaît. Ouais, naturellement. Vous le savez très bien. Très bien, on dit la vie est belle. Voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour également à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs. D'accord, bienvenue encore une fois. Merci, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Un plaisir également de retrouver Vicente Noussoulé. Bonjour à vous. Joyeux anniversaire, c'était hier, mais ça continue, non, durant tout le mois. Oui, c'est tout le mois. Voilà. Bonjour Angelo, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour également et merci à tous ceux qui m'ont rendu cette journée d'hier exceptionnelle. Voilà. Sauf les éperviers. Vous allez sortir de l'émission la prochaine fois que vous dites ça. Parce que là, on va s'occuper des choses au cas par cas. Effectivement. Au cas par cas, c'est mieux comme ça. J'ai quand même passé 19 heures de la journée. Merci beaucoup. Merci. En très bonne forme. On va continuer. Merci beaucoup à Anelom Adovo, à la caméra, tout comme à Sa Majesté Pénaji Mekoum. De l'autre côté, tous les deux vont nous accompagner durant cette randonnée du foot européen sur la radio qui mouille le maillot. On va commencer à parler de quelqu'un qui a décidé de raccrocher. Il s'agit bien de Andrés Iniesta. Voilà, le monsieur a choisi le 8 octobre la dernière fois, 8 comme son numéro, floqué sur son maillot lorsqu'il a démarré sa carrière au FC Barcelone et il a terminé même récemment au Japon. Alors, on va commencer à parler du monsieur. D'abord, comment vous avez accueilli l'info, vous, Vicente? Vous connaissez très bien le joueur, vous avez vécu des moments forts avec lui. Comment vous avez justement apprécié ou bien accueilli la nouvelle? Vraiment, déjà, il faut dire que Andrés Iniesta, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Maintenant, savoir qu'il est en train de raccrocher les crampons, c'est quand même une double émotion qui m'a animé. Déjà, l'émotion de savoir qu'on ne reverra plus ce joueur sur les pelouses, au niveau professionnel bien sûr, mais en même temps, l'émotion de savoir que j'ai vécu dans une génération où on a connu Andrés Iniesta, très fin, très technique, un joueur qui a du potentiel, qui a démontré tout son talent, qui a mis d'accord presque tous les observateurs, même si vous ne l'aimez pas, c'est quand même un génie du football qu'il faut tout simplement admirer. Je pense qu'il en a fait pour le football mondial et il a été tout simplement un don
pour la génération que nous sommes. Andrés Iniesta, c'est quand même vraiment une légende inédite du FC Barcelone, mais pas que, du football espagnol et du football mondial. Mondial, vous le dites si bien. Franck, quand on place le mot génie, on place le mot légende, ça sied aux messieurs? Bien sûr, il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un qui a révolutionné le jeu au milieu de terrain. On dit de lui qu'il danse avec le ballon. Donc lorsque vous le regardez jouer à l'époque avec à côté Xavi et puis d'autres joueurs, Busquets, mais c'est une révolution qu'ils ont apportée. C'est un génie, comme le dit Vicente. Il n'y a rien à dire. À 40 ans, il s'en va. On s'y attendait un tout petit peu. Donc lorsqu'on revoit un peu le parcours du monsieur, c'est une légende. Il n'y a pas autre mot à aller choisir. Quand vous faites, on va dire, 885 matchs en carrière et que vous avez 3 fois gagné la Super Coupe d'Europe, 3 fois la Coupe du Monde des clubs, champion du monde, double champion d'Europe, c'est un palmarès qui force le respect de toutes les façons. Donc voilà, le seul ombre ou bien qu'est-ce qu'on dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est qu'il n'a pu gagner le ballon d'or. On va en parler tout à l'heure. C'est rien à dire. Oui. C'est un génie. Il a été une légende. Il a fait rêver beaucoup de gens de par son jeu. Et voilà, il n'y a rien à dire que de dire respect à ce monsieur-là. Légende, génie, faiseur de rêves. Avant de retrouver Delanov et écouter Pep Guardiola sur le monsieur, qu'est-ce que vous retenez de lui en tant qu'homme ou en tant que joueur? Ah oui, mais en tant que joueur, c'est ce joueur qui donne l'impression comme le football, c'est facile. Sur le terrain, vous le voyez faire des trucs magiques, mais de façon, voilà, quoi, soft. J'ai envie de c'est un soft power, on peut dire, quoi. Voilà la force tranquille du monsieur, en milieu avec sa croquette, entre guillemets, qu'il fait souvent. Et également, c'est un monsieur que je retiens qu'il a été là dans de moments très importants pour ses équipes. Par exemple, le Barça en 2009 dans cette demi-finale face à Chelsea. Bon, après tous les épisodes autour de ce match, c'est lui qui était quand même là pour marquer ce but qui permettait à ce Barcelone de rallier la finale. Et également en Coupe du Monde 2010, ce but décisif qu'il marquait. Une Coupe du Monde d'ailleurs qu'il a failli rater parce que c'était un moment de dépression pour lui après la mort de son ami et tout ça. Mais voilà, on a vu qu'il a fait une très belle Coupe du Monde. Et derrière, je pense que les qualificatifs sont bien trouvés pour lui. Génie, tout ce qu'on peut dire. C'est le seul joueur aujourd'hui qui fait l'unanimité, peut-être avec Casillas en Espagne. Au milieu de cette rivalité, Barcelone, Madrid, tout ça, lui, il fait l'unanimité partout. Et voilà, d'aucuns même disent que c'est le meilleur joueur espagnol de tous les temps. Moi, je n'avais pas vu tous les joueurs espagnols. Et donc, voilà, mais de ceux que j'ai vus, je peux quand même être en accord ou souscrire à cette idée qu'Iniesta, c'est vraiment le meilleur espagnol qu'on ait jamais vu, en tout cas, évoluer sur le terrain. Andrés Iniesta, je vous vois sourire. Qu'est-ce qu'il vous a apporté comme joie en le voyant jouer durant ces années de gloire lorsqu'il était avec le FC Barcelone ou encore la Roja? Don Andrés Iniesta, comme Vincent l'a dit tout à l'heure, c'est un don de cette discipline-là, le football. Et quand vous le voyez jouer, c'est l'élégance, c'est la finesse. C'est ce joueur-là qui sait bien utiliser les espaces qu'il a et surtout les zones dans lesquelles il joue, surtout au milieu de terrain. Un joueur qui est capable de jouer, que ce soit sur le côté ou encore en soutien de l'attaquant. Et toute sa carrière, il a su démontrer cela. Personnellement, j'ai envie de l'appeler, c'est un joueur plastique. Vous voyez ses déplacements, ses gestes, sa manière de contrôler la balle, sa manière de dérouter ses adversaires. Je dirais tout simplement qu'il avait le secret de pouvoir le faire et naturellement, il a su très bien faire cela durant toute sa carrière, que ce soit avec la Roja ou encore l'équipe barcelonaise. Il a été ce joueur-là important dans chaque compétition, buteur à la Coupe du Monde, buteur en demi-finale, homme du match. Coupe du Monde, préciser la finale. Coupe du Monde, oui, finale. Justement en face finale. Aux Pays-Bas. Homme du match. Meilleur joueur de l'Euro 2012. Meilleur joueur de l'Euro également en 2012 et surtout en 2010. Il faisait partie de ces joueurs-là qui n'étaient pas forcément attendus, mais qui a porté cette équipe de la Roja. Félicitations quand même à lui. Malheureusement, on va quand même plus le revoir. Même le style de joueur, peut-être on ne reverra pas. On va pas faire de comparaison, mais est-ce que Iniesta, c'est du Zidane également presque? Ouais.
C'est presque la même similitude là. Oui. Ou bien, mais voilà. Dans l'élégance. Dans l'élégance. Dans l'élégance. Ouais. Mais dans la vision également, je peux le dire. Mais techniquement, je peux dire que oui, moi, je peux mettre Zidane un tout petit peu déçu de Au-dessus de Sauf que- Iniesta. Mais lui, il est plus Oui, vif, Vicente, non? pour moi, on ne fait pas de comparaison. Non, hein, pas c'est de juste comparaison, non, des non, non, trucs voilà, Non, pour pas animer de le débat. Voilà. Effectivement, mais nous sommes dans une discipline où la comparaison est également Bon, autorisée. ouais, Donc, si vous voulez. mais on ne fait pas de comparaison. Je pense que c'est comme Delanov l'a dit, en termes de vision, Oui, oui, d'accord. peut-être, mais Iniesta a un style beaucoup plus particulier, beaucoup plus spécifique. C'est quelqu'un qui est également très fin en termes de chevauchée. C'est-à-dire Voilà. il peut tenir la balle. Avaler sans- des mètres, sans, des le kilomètres. sans la perdre Ouais. pendant voilà, un petit bout de temps. Ouais. Sauf, bon, chose que peut-être Zidane n'a pas forcément. Mais je pense que c'est également un joueur tout simplement légendaire. Oui. Il a inspiré des Oh, générations. bien sûr. Tout Oh, comme bien sûr. Zinedine Zidane. Voilà. Bon, lui, il a Chacun- 40 ans. lui, Je pense que chacun Zidane, a son profil, hein. Zidane oui, aussi approche des 40 ans, non? Si je ne me trompe pas. Ou bien peut-être Zidane, même un c'est peu moins. c'est il a- plus de ça 50 fait- ans déjà. Ah, déjà 50 Ouais, ans. Donc, donc, c'est son grand frère, alors. 52 maintenant. 52 Je ans. pense que lui, Pour Zizou. il est un peu plus vif que Zizou. Hein. Mais Zizou, voilà. on voit que c'est trop lent, mais voilà. Mais aussi Souvent, avec la oui, classe, Oui, hein. on disait que lui, là, souvent, un temps ou bien un tas d'avance sur Sur- les... Mais voilà. Et donc, en tout cas, Iniesta, Oui. c'est peut-être le seul joueur dont le football lui-même est tombé amoureux. Ah, d'accord. Voilà, Waouh, donc, j'aime bien l'image. Ouais, le football qui est tombé amoureux d'Iniesta. Voilà. On va écouter quelqu'un Ok. qui l'a vu très tôt déjà à la Masia également et qui a été son entraîneur au FC Barcelone, Pep Guardiola, qui se prononce justement sur Andrés Iniesta. Iniesta est une grande partie de l'histoire du Barça lors des 15 ou 20 dernières années. Tout ce qu'on a accompli n'aurait pas été possible sans lui. Je peux juste lui dire merci parce qu'il m'a aidé. Les gens pensent que les entraîneurs aident les joueurs. Mais dans certains cas, et c'était le cas avec Andrés, il m'a aidé à mieux comprendre le jeu. Juste en le regardant, en voyant ce qu'il faisait sur un terrain. Ah voilà, c'est la déclaration de Pep Guardiola, hein, Franck. Iniesta m'a appris à comprendre le football. Mais est-ce que c'est pas trop dithyrambique ou bien pour vous, Non, c'est non. juste dans ce qu'il dit? C'est juste, hein, parce que là, il le dit si bien. Des gens pensent qu'il n'y a que les entraîneurs qui puissent aider les joueurs. Mais il y a des joueurs qui font la même chose. dans C'est le quand même façon de- singulier hein, ce qu'il Oui, dit là. c'est singulier Waouh. parce que Iniesta, il n'est pas grand de taille, il n'est pas imposant physiquement. Un simple contrôle peut troubler deux lignes. Même les costauds. Ah oui, donc Les gros bras. un seul contrôle peut dérouter, peut désorienter Oui. toute une organisation. Quand vous avez un joueur comme ça, mais vous pouvez chaque fois vous appuyer sur lui. C'est ce que Pep est en train de dire. Tout ce qu'il a gagné avec le Football Club Barcelone, Oui. regardez un peu l'histoire. S'il n'y avait pas Iniesta et sa Bista, Oui. mais peut-être qu'il ne l'aurait pas gagné. Donc c'est bien pour lui de lui envoyer cette reconnaissance. Oui. Mais Iniesta, il n'y a pas deux. Hein. Il n'y a N'est-ce pas pas? deux. Il y a pas deux. On le Il- compare un peu à Zidane, Oui. mais je pense que, on va dire, dans la nature de ce qu'il fait, dans la réflexion de ce qu'il fait pour se débarrasser, mais c'est tout simplement génial. C'est génial. Déjà, hein. je Oui. suis un témoignage en temps. L'autre fois, on disait que déjà, l'équipe A du FC Barcelone, c'était en 95 ou 16 comme Oui, ça. 95. Guardiola était justement Oui. joueur. Ils étaient allés voir les U13 dont Iniesta était le capitaine. Et tout de suite, quand Guardiola a vu le joueur, il s'est tourné vers son coéquipier. Il a dit, lui, là, il va nous envoyer à la retraite. Absolument. Donc, ça Voilà. veut dire que déjà, la première fois qu'il a vu le joueur, Il avait déjà voilà, quelque chose son de grand. intelligence et Mm. tout ça, voilà, c'était super quand même. On va parler justement, on va faire un peu de polémique cette fois-ci, parce que là c'est un peu trop policé. On va parler justement de ce match du 6 mai 2009, avant de parler justement de Ballon d'Or qui ne lui a pas été remis en 2010. Le 6 mai 2009 contre Chelsea, 0-0 au Nou Camp, 1-0 du côté de Stamford Bridge avec ce but magnifique dont vous aviez parlé tout à l'heure. Et puis derrière, Didier Drogba, Ballack, tout ce que vous voulez. Justement, parlons de ce match-là. C'est-à-dire que oui, L'arbitre Tom, au vrai mot. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire d'Iniesta. Oui, ça fait partie. Ce but contre Chelsea. Oui, ce but contre Chelsea, ce matin, dans mes réflexions, je me dis toujours qu'il y a aussi de ces choses qui doivent concourir à écrire l'histoire ou bien la légende de certaines Il faut personnes. un tout. Il faut un tout. D'accord.
tout ne doit pas être parfait. Ça, c'est normal. Tout ne doit pas être parfait. On a vu ce but-là. Peut-être il ne serait pas là en ce moment précis. Le Barça reviendrait à la maison avec Et il n'aura pas gagné la finale en 2009 contre United. Il n'aurait pas gagné cette finale-là face à Manchester United. Il fallait mettre ce but-là d'abord et réussir à se qualifier. Et quel but aussi. Quel but d'ailleurs. Ça aussi, je peux me tromper, mais c'est en dehors de la surface, non? En dehors de la surface. Voilà. Vous avez d'abord... Face à Petr Cech. Oui. Quelqu'un qui est long comme je ne sais pas quoi. Vous avez d'abord un Dani Alves qui a envoyé un centre bizarre vers Lionel Andrés Messi qui a réussi. Eto'o avant. Qui a raté le contrôle. Parce que la passe n'était pas aussi trop chic. Donc justement, et Lionel Andrés Messi a réussi quand même à glisser cette balle-là. Il ne fallait pas contrôler, il faut frapper de suite. C'est ce que Iniesta a fait. Derrière, il a eu cette chance-là aussi de cadrer. Et puis derrière, c'est un but. C'était pour moi de la libération. On parle de la 93e minute. Hein. Oui. C'est-à-dire que le match était terminé. C'était de la libération. Chelsea allait en prolongation et allait gagner ce match. Si Mourinho était le coach de Barça, il va faire le tour du stade. Il va traverser tout le stade. Parce que il y avait déjà un très beau but de Michael Essien. Exactement. Il y avait un très beau but de Michael Essien à la retombée. Il frappe de suite aussi poteau rentrant. Valdés ne pouvait rien. Il fallait chercher ce but égalisateur-là pour permettre au FC Barcelone de se hisser en finale. Et c'est Don Andrés Iniesta qui l'a fait. C'est un don. C'est un don tout simplement pour le Barça, la Roja et tout le football. Dans le match-là, tu te dis que c'est le joueur qu'il fallait pour marquer ce but. Oui, parce que lui... À cette place ou à ce moment. Oui, parce que même si lui le marque, ça, les adversaires ne seront pas trop énervés. J'avais l'impression comme si c'était lui le seul innocent sur le terrain. Le jour-là, il a l'air innocent. Justement, donc voilà, c'est lui qui devrait marquer ce but pour éteindre un peu les polémiques autour de ce match. Et voilà, la nature a justement bien fait de le choisir. Avant de parler du Ballon d'Or qui ne l'a pas été remis en 2010 après la Coupe du Monde, justement, ce but en Coupe du Monde en finale face aux Pays-Bas, mine de rien, là aussi, la force du destin. Oui, la force du destin, mais en même temps, l'un des buts les plus importants de sa vie. De toute l'histoire. Du foot espagnol, c'est ça? Ou bien de son histoire à lui? Non, déjà de son histoire, de sa carrière, mais également de l'histoire du football espagnol. Parce que ce but, je peux dire que ça marquait quand même l'accomplissement d'un parcours élogieux de l'Espagne en Coupe du Monde en cette année. C'est vrai que l'Allemagne était présent avec un certain Müller qui émergeait en ce moment. Mais il a fallu un Iniesta pour tout éteindre et je pense que ce but était si important. Puyol en a parlé également. C'était vraiment un but qui récompensait toute une génération de joueurs, toute une génération de football moderne également à l'espagnol. Et je pense que voilà maintenant par rapport à tout ce que Iniesta représente aujourd'hui pour l'Espagne, que ce soit sur le terrain. Maintenant, je pense que l'Espagne va lui trouver quand même peut-être... Lui-même dit qu'il va bientôt être entraîneur de football et qu'il sera honoré d'entraîner le Barça. Waouh, je pense que... c'est ce qu'il souhaite, hein, c'est ce qu'il souhaite et on lui souhaite le meilleur. Maintenant, ça vous a fait réfléchir à quelqu'un. Quand je me rappelle que Xavi a quitté il n'y a pas longtemps. Vous n'êtes pas sérieux. Il va falloir prendre un peu de temps. Pourquoi pas? De répit. Pour bien analyser les choses avant de s'engager. On parle d'un joueur de 40 ans, 22 ans déjà au FC Barcelone. Franck, on va parler justement de cette polémique à l'époque en 2010 où l'Espagne fait le parcours que l'on connaît tous en Coupe du Monde. Et Iniesta qui a on pourra dire tous des favoris en matière de vote pour être Ballon d'Or, tout comme Snyder. Mais bon, on ne donne pas ça à Iniesta. Pardon, ça reste également le quid, sinon le grain de sable dans l'histoire du joueur.
Sur son parcours, c'est un peu le grain de sable qui s'est glissé, mais ce n'est pas sa faute. Par rapport à tout ce que le joueur a fait, la vie du joueur, sa carrière, sa personnalité, je pense que tout était réuni pour lui donner ce ballon d'or. Voilà. Mais on va dire, sa malchance, c'est qu'il y avait 2 extraterrestres qui dominent ce domaine depuis longtemps déjà. Donc Iniesta a tout donné, Coupe du Monde, championnat, Europe, Ligue des Champions, tout ce que vous voulez. Il n'y avait rien à dire. Les yeux fermés, on lui remettait le trophée. Mais la FIFA à l'époque avait décidé autrement. A décidé autre chose et c'est pourquoi on se dit. C'est son coéquipier, hein. Voilà, qui a gagné, Messi. Et on se dit parfois, ces genres de votes ne respectent, on va dire, aucun paramètre. Voilà. Parfois, c'est la passion qui prend le dessus. Oui, les journalistes et tout ce qui rentre dans ce vote-là. Parfois, Lionel Messi qui flambait à l'époque. Même s'il a chuté sur certains chemins, on se dit c'est lui, les yeux fermés, la preuve, à cette Coupe du Monde 2010, l'Argentine n'a rien foutu. Ils ont été éliminés en 8e par l'Allemagne. Finale, voilà. Maradona était là, mais ça n'a rien donné. 4 nuls. Ça a été une grosse erreur, n'est-ce pas, je dirais, de la part de l'histoire. En tout cas, on va écouter justement un certain Zinedine Zidane à l'époque, lorsqu'il était coach du Real Madrid. Et déjà, on avait fait... Qu'est-ce que vous faites rire déjà? Non, mais c'est parce que je me rappelle de la déclaration, quoi. D'accord. On va l'écouter d'ailleurs. Zinedine Zidane. Ça va peut-être faire un peu de titre. Ce que je vais dire, c'est qu'il a surtout mérité son ballon d'or quand il a gagné son mondial. Il avait fait une année exceptionnelle. Il termine avec le mondial en gagnant, en marquant. Il l'aurait mérité. Ah voilà, c'est simple, hein, c'est du zizou. Oui, c'est du zizou, mais quelque part aussi, comme on l'a dit, à côté, Schneider également ne l'aurait pas mérité. Lui aussi, il a fait le triplé avec l'Inter. L'aurait mérité ou l'aurait pas? Schneider. Oui, il a fait un triplé avec l'Inter Milan, donc il aurait mérité. Oui, pour moi, c'était plutôt le favori en 2010 pour moi, parce qu'il a fait également une belle Coupe du Monde avec le triplé qu'il a fait avec l'Inter. Mais bon, à l'arrivée, la réalité, c'est que celui qui le méritait ne l'avait pas eu à l'arrivée. Parce que l'Iniesta, est-ce qu'il n'a pas été victime aussi de ce truc à l'espagnol? C'est-à-dire, vous avez beaucoup de joueurs qui ont performé, qui ont bien performé, et donc, par exemple. voilà, vous voulez parler des votes qui étaient effrités. Les autres qui étaient éparpillés sur... Ça me rappelle également par exemple, le Bayern en 2013, où vous avez Neuer, Robben, qui ont été également exceptionnels. Exactement. Donc, à l'arrivée, on a vu des votes qui se sont éparpillés sur... Et Ribéry qui n'a pas pu l'avoir. Oui, qui dit que si jamais on l'appelle encore et qu'il ne l'est pas, là, il va sortir son gros bras. Voilà, après, on a compris. Voilà. Rapidement, pour terminer. Je pense que Iniesta avait mérité le ballon d'or, certes, mais pour moi, ce n'était vraiment pas un scandale quand on attribue le ballon d'or à Lionel Messi également. En 2010. Parce que, oui, en termes de statistiques, il faut dire que le ballon d'or, c'est également individuel. Et en termes de statistiques, c'est un peu ça le mal avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est-à-dire, il caracole en termes de statistiques. Absolument. Toutes tes performances que toi tu as faites en club ou en sélection. Bon, on ne voit plus ça, malheureusement. Leurs statistiques les éteignent malheureusement. Donc, en plus, on est dans un monde également où le business... Ouais, ça tourne autour, le marketing, l'image, tout ce que vous voulez. Un Lionel Messi vendrait mieux qu'un André Iniesta, qui est beaucoup plus modeste. Oui, très modeste. Et puis, très modeste. Qui n'aime pas forcément trop les projecteurs. Mais avec Messi, on peut beaucoup vendre. Donc, il faut également comprendre les choses sur cet angle-là. Et pour moi, le meilleur ballon d'or que Iniesta a eu, c'est quand même la reconnaissance de la mémoire collective. Et puis, quand on voit aujourd'hui le florilège des déclarations à son endroit, et voilà, on a l'impression... Et tout qui dit c'est le meilleur joueur. Il n'y a pas de trophée pour ses reconnaissances. N'est-ce pas? Quel est tout? Mais ça reste dans l'histoire. Oui, ça reste. Mais il n'y a rien qui matérialise tout ça. On rappelle que Andrés Iniesta, 40 ans, c'est 22 ans au FC Barcelone, 38 titres, dont 4 Ligues des Champions, 9 Ligas, 2 Coupes d'Europe, 2008-2012 et puis la Coupe du Monde en 2010. Voilà ce qu'on retient du monsieur. Vous aurez l'occasion, en tout cas pour vous, qui l'avait suivi lorsqu'il était sur les pelouses, de parler justement de lui au téléphone tout à l'heure lorsqu'on sera à cette étape. On va remonter le générique, messieurs. On va désormais parler de la Ligue des Nations avec quelques surprises déjà. La Ligue des Nations, la 3e journée de la phase de poule avec ce match-là, oui, à l'arrivée, c'est l'Angleterre qui perd à domicile face à la Grèce, 1-2. Peut-être on peut le comprendre
ou ne pas le comprendre. Mais nous, on va décrypter ça. La Grèce qui bat justement l'Angleterre avec tous ces joueurs que l'on connaît, même si Bellingham a marqué à la 87e minute. Qu'est-ce que ça vous dit, cette défaite des Three Lions? C'est déjà inquiétant, même si le capitaine Harry Kane n'était pas forcément là, il faut quand même le dire. Cette équipe des Three Lions regorge de beaucoup de qualités pour pouvoir faire face au moins à la Grèce. Malheureusement, même Lakers n'a jamais trouvé les solutions depuis le banc pour permettre à ces joueurs-là de pouvoir mettre l'intensité nécessaire dans cette rencontre pour aller chercher que ce soit l'égalisation ou encore une victoire. Pourquoi pas? On a vu une équipe anglaise qui a été aussi inefficace devant. Comment un joueur comme Cole Palmer, qui marque but sur but en première ligue, n'arrive pas à scorer face à une équipe comme la Grèce? Mais il a quand même eu des occasions hier pour pouvoir marquer. Justement. Surtout mais il l'a pas fait. Cette balle-là où il a envoyé dans les cieux de Wembley. Malheureusement, ça arrive aussi dans la vie de ces joueurs. Même si on a autant de joueurs de qualité. Même si on a autant de joueurs de qualité. Donc, ce n'est pas certaines équipes qui viennent se plaindre. Bon, vous continuez votre analyse. Sinon, on a suivi. Vous continuez votre analyse. J'ai bien suivi ce que tu veux dire. Allez-y, mon cher Dela. Donc, pour Cole Palmer, par exemple, qui est capable de mettre 4 buts en 45 minutes, mais hier, il a eu l'opportunité de pouvoir mettre un seul. Mais il n'a pas il n'a pas pu le faire. Mais pour une équipe anglaise comme ça, toujours dans des répétitions de la sorte, ce n'est pas vraiment bien et il faut tout de suite chercher quand même à trouver les solutions idoines parce qu'il faut quand même le rappeler. Absolument. L'Angleterre, ce n'est plus dans la Ligue 1. Pas du tout. C'est la Ligue B. Ils ont régressé. Ils ont régressé. Alors là, et s'il faut être avec des équipes comme l'Irlande et puis la Grèce et faire encore des résultats comme ça. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Je ne suis pas du tout d'accord. Mon cher Elom, justement sur ce résultat, quand on voit l'Angleterre qui a sur 12 tirs n'a cadré que 2, que se passe-t-il? Ah oui, et ça c'est le mal. Ils ont eu 12 tirs, ils ont cadré 2. Mais sur l'ensemble de la rencontre, ça a été pauvre, pas qu'offensivement, même défensivement. La faute à la Grèce? Oui, la Grèce aussi. Je pense qu'ils ont su quand même se sortir souvent de ce premier pressing de l'Angleterre. Et souvent derrière, les Anglais, ils ont beaucoup pressé en fait. Et on a vu que le mal, c'est que le pressing n'a pas suivi dans toutes les lignes. Vous avez l'offensive qui part et derrière, il y a ce no man's land vide. Et voilà, quand la Grèce récupère le ballon, ils arrivent rapidement, ça ne restait que Declan Rice souvent, et donc c'était facile pour eux et voilà de monter, et la défense également a été en peine hier, en témoignait ce deuxième but de la Grèce avec Stones, Colville et puis qui était Alexander justement Arnold. le capitaine. Il y avait 5 joueurs autour du joueur de justement, mais qui arrive quand même à mettre ce but. Ça veut dire que voilà, c'était pas, il y avait beaucoup de joueurs, mais il n'y avait pas vraiment une équipe hier du côté de l'Angleterre. Ils n'étaient pas inspirés. Ils n'étaient pas inspirés. Voilà, collectivement, il n'y avait pas de connexion et tout ce que on a pu. Parce que c'est la Grèce en face, c'est ça? Oui, peut-être qu'ils ont minimisé la Grèce, possible, sans oublier que la Grèce a toujours su pris. Voilà. L'Euro 2004. Vous le dites si bien. Sur le plan palmarès, c'est une sélection qui est au devant de l'Angleterre. Voilà. Ils ont gagné l'Euro il y a 24 ans. Effectivement. Donc, c'est un pays qui dispose aujourd'hui de joueurs un peu éparpillés dans les grands championnats maintenant. Ils connaissent le niveau européen. Donc, et puis, c'est des joueurs qui sont souvent disciplinés et qui jouent très fort leur chance. Maintenant, l'Angleterre, n'oubliez pas que cette équipe est toujours en doute lorsque vous perdez 2 finales de suite d'une compétition aussi majeure. Ça les suit toujours. Ça les suit. Ils ne sont pas encore totalement libérés de ces déceptions. Et puis, il y a un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur qui est arrivé. Tout à fait. Qui est déjà menacé. Voilà, déjà. Donc, oui, déjà, de toute lui, façon, il est intérimaire. On a voulu le limoger déjà parce qu'il ne chantait pas l'hymne. Bon, c'est un Irlandais. Mais est-ce que c'est une raison? Oui, mais j'ai pas compris. On peut rester concentré en ne chantant pas l'hymne. Effectivement. Platini ne chantait pas la Marseillaise, Benzema, mais ils ont bien défendu la couleur. Il faut. Avant, oui, allez-y, après ce n'est pas pour couper le doigt. Merci beaucoup. Sinon, vous sortez de l'émission. Je voulais mettre en lumière ce joueur Pavlidis qui a mis un doublé. Exactement. C'est un attaquant de Benfica. Oui. Qui peut-être que voilà, Benfica qui a fait la poêle Atlético en Ligue des Champions. Mitroglou n'est plus là. Non,
Évangéliste Pavlidis qui a évangélisé cette défense de l'Angleterre. C'est vrai que c'est un joueur qu'on ne voyait pas venir forcément parce que quand vous avez Cole Will, Alexander Arnold, et John Stones, lui, il n'est jamais défenseur. Pour vous, cette défense-là, elle n'était pas au point, c'est ça? Elle n'a jamais été équilibrée. Ça manquait Maguire. Maguire. Bon. D'accord. Je me redonne la parole. C'est vous dire tout simplement que la Grèce a des joueurs souvent un peu sous-cotés, mais qui sont quand même des valeurs. Exactement. Ils l'ont montré sur ce match-là. Oui. Maintenant, il reste à l'Angleterre de pouvoir trouver la solution. Voilà. Ils ont d'excellents joueurs. Vivement. Vous les citez. Pas besoin de les citer encore. Donc, voilà. Ils doivent travailler et retrouver leur essence de jeu, leur football pour peut-être gagner des choses. Vous le dites si bien, et pourtant, dans ce 11-là, il y avait Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden. Ce n'est pas rien du tout quand on parle de ces joueurs. C'est les meilleurs jeunes joueurs de notre génération. N'est-ce pas? Mais ils se sont cassés les dents face à l'équipe grecque. 2-1. Peut-être qu'il n'y avait pas de Xavi. Hein, bon, Iniesta plutôt. Iniesta leur manquait. Bon, on comprend ça comme ça. On va parler d'une équipe où il n'y avait pas le capitaine attitré, ni Antoine Griezmann, mais oui, la France qui s'est baladée devant Israël. Ce qui est curieux, le match s'est déroulé pas à Tel Aviv, ni à Jérusalem, mais plutôt à Budapest. 4-1 pour la France face à l'équipe d'Israël, de Lanov. Quoi qu'on dise, oui, la France se fait respecter. Oui, la France s'est fait respecter de la plus belle des manières d'ailleurs, 4-1. Peut-être que la tuile de cette rencontre-là, c'était encore ce but encaissé. J'aurais aimé... vous voulez un clean sheet? Oui, j'aurais aimé voir une équipe française devant cette équipe israélienne ne pas encaisser de but pour se mettre quand même en confiance. C'est vrai que la dernière fois que la France a encore marqué 4 buts, ça date. Presque un an. Voilà. Oui, pratiquement un an. Donc ça veut dire que l'équipe, ce n'est pas forcément dans la meilleure forme de sa vie, mais devant une équipe israélienne où il n'y a pas de référence, il faut quand même faire le job. C'est ce que ces joueurs-là ont su très bien fait hier. Barcola a marqué, Guendouzi également a marqué, un très beau but également. Christopher Nkunku, c'est bien pour tous ces joueurs-là. Oui, il en a parlé il a dit Barcola. C'est lui que j'ai cité. Okay. Ah oui, vous êtes avec nous? Oui, comme il est franco-togolais. Donc c'est bien pour tous ces joueurs-là afin de se mettre à confiance avant de disputer la prochaine sortie face à la Belgique. Exactement. On va parler tout à l'heure de la Belgique face à l'Italie, mais on reste toujours sur l'équipe de France. Franck, 4-1, quoi qu'on dise, sans Kylian et Antoine qui a pris sa retraite. Vous avez trouvé des joueurs qui pas ont pris le pouvoir, mais qui se sont sentis responsables en étant titulaires? Oui, je pense que c'est une nouvelle ère, on peut le dire déjà, parce que Griezmann est parti. Après 137 sélections, on connaît son impact dans la vision de jeu de Didier Deschamps. On dit que c'est son chouchou et il le sait, il a confirmé. De l'autre côté, le capitaine n'est pas là. Ça a fait polémique autour de l'équipe avant ce match. Donc ce n'est que l'Israël. 4-1, il fallait le faire pour permettre à cette équipe de se remettre en confiance sans ces deux mastodontes. Griezmann parti en retraite, Mbappé pas à 100% selon le sélectionneur. Bloqué par le Real Madrid. Donc c'est un bon retour pour Christopher Nkunku qui marque. Guendouzi qui cherche une place de titulaire dans cette équipe a aussi marqué. Barcola lui est en train de confirmer, il prend des galons dans cette équipe-là. Oui, on va dire tout simplement que l'équipe de France s'est bien comportée. Le match devrait avoir lieu à Tel Aviv, mais compte tenu des situations pas très sûres là-bas, on a voulu jouer du côté de, Budapest en Hongrie. Donc, oui, un match facile finalement, on va dire, mais aucun match international n'est facile. N'est-ce pas? Ils l'ont précisé. 4 buts, il fallait le faire pour rassurer tout le monde, pour être en confiance, surtout avec le nouveau capitaine Tchouaméni. Tchouaméni, capitaine, certes, mais quand on parle de Christopher Nkunku, encore de Michael Olise, vous estimez qu'il prenne de la place, même si Kylian Mbappé serait
serait de retour bientôt? Oui, il serait de retour. Christophe Nkunku, qui a été éloigné des Bleus pour cause de blessures plusieurs mois, il est là maintenant. Il a besoin encore de gagner la confiance de Deschamps. Et il a fait bien hier. Sauf qu'au Lycée, hier, on a vu qu'il n'a pas été vraiment dans son match parce qu'il a été mal placé. Je ne sais pas pourquoi oui, déjà. Pratiquement au milieu des trois derrière. Voilà, c'est un joueur à Crystal Palace, même au Bayern. Il est tout souvent sur le côté. Le côté droit, sur l'aile, et c'est là où il est à l'aise. Oui, il est polyvalent. Peut-être ça peut venir, mais pour le moment, il va falloir qu'on le fasse jouer dans son registre. Hier, ça n'a pas été le cas et il n'a pas été vraiment bien. Après, sur le contexte, quand on prend le contexte, une équipe de France qui sont d'un Euro sans marquer un seul but dans le jeu ou un but marqué par Kolo Muani qui ne marque plus et qui marque soudainement 4 buts, c'est quand même bien pour la confiance, pour le moral et surtout quand on sait que les 4 joueurs qui ont évolué devant hier n'ont jamais évolué ensemble. Ousmane Dembélé, Olysée et puis Nkunku. Voilà, c'est la première fois qu'ils évoluent ensemble, donc ça veut dire que quelque chose de nouveau se crée dans cette sélection française et donc c'est de bon augure. Après, sur le fond du match, c'est du Deschamps, hein. Il n'y a pas eu rien de riche dans le match. Après le deuxième but à la 24e, il a fallu attendre. Il n'y a pas de vitamine. Il a fallu attendre la rentrée de Guendouzi et voir ce but à la 97e. Et voilà, donc ça c'est du Deschamps, c'est le résultat qui compte. Ce qui est quand même curieux, je peux également me tromper, c'est on a un joueur comme Marcus Thuram qui sort d'un triplé en championnat, qui ne joue aucune minute, ni en tant que remplaçant, ni en tant que titulaire. Comment vous l'expliquez, Vicente Noussoulé? Pour moi, Marcus Thuram, difficile l'intégration, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'il a fait une saison formidable avec l'Inter l'année dernière, mais arrivé en sélection, même à l'Euro, on ne l'a vraiment pas senti. Il a été beaucoup critiqué parce que c'est un joueur dont le potentiel est tout simplement admirable. Mais en sélection, on n'a pas vu le même Marcus qu'on voyait à l'Inter. Donc pour moi, il est toujours dans ce processus d'intégration. Il faut beaucoup de peps psychologique. Mais il sort quand même d'un triplé en championnat. Le joueur est dans une forme, dans une dynamique positive. Oui, cela ne veut rien dire. Benzema, ça ne veut rien dire. Benzema, à un moment vous marquez en championnat, votre sélection en match, on vous met sur le banc, vous ne jouez même pas. Oui, mais en fait, ça peut s'expliquer, je veux dire. Allez-y. C'est vrai que... Même si ça ne veut rien dire. Non, quand je dis ça ne veut rien dire, ça veut dire que ça peut s'expliquer. Quand vous avez fait un triplé en Kobe, vous arrivez que vous ne rentrez pas forcément dans le schéma du sélectionneur. Voilà, pour les 2 matchs pour lesquels il va sélectionner. On se rappelle, Benzema était le meilleur joueur français à l'époque, mais il n'a jamais été convoqué. Benzema, c'est un autre cas. C'est un autre cas, mais je veux dire que sportivement, ça peut se comprendre également. Mais sur on a vu Cole Palmer qui a fait une saison exceptionnelle avec Chelsea. Même en début de saison, ça va très bien. Mais à l'Euro, il a peiné avant de jouer des minutes. Bon, pour moi, sportivement, ça peut s'expliquer. Maintenant, c'est le choix du coach, on doit respecter aussi. Visiblement, quand on a une équipe pareille qui joue, et Marcus Thuram, on parle d'un joueur qui marque des buts, et que ceux qui sont rentrés marquent, ça bloque justement sa progression, ça bloque sa confiance, ça bloque son état d'esprit. Oui, sur le plan mental, sur le plan psychologique, c'est quelque chose qui doit être pris en compte, qui doit être dans la tête d'un joueur qui vient de sortir d'un triplé avec l'un des grands clubs, des plus grands clubs. J'espère qu'on ne se trompe pas. Il a marqué un triplé le week-end dernier, non? Oui, il a marqué un triplé. C'est difficile. Maintenant, comme le dit Vicente, c'est le choix de Deschamps. Deschamps a peut-être envie d'essayer autre chose sur ce match-là parce qu'il y a des gens qui sont revenus comme un Nkunku. Il a envie de voir peut-être un peu plus au lycée dans un autre schéma. Et sur... Kolo Muani est mieux que Marcus Thuram? Bon, en équipe de France, c'est lui. C'est lui qui essaie de faire quelque chose. Thuram, sur le dernier Euro, n'a rien montré. Il paie un tout petit peu ses prestations. Et Kolo Muani, qu'a-t-il fait? Oui, mais Deschamps, on te dira que c'est lui qui a marqué le seul but dans le jeu à l'Euro. Deschamps, quand il a une préférence, Dieu peut descendre. Ah, d'accord. Il est braqué.
Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et donc, après, il est là. Thuram, je pense que déjà à l'Inter, le système dans lequel il évolue, c'est totalement différent de ce qui se fait en France. Il joue à 2 devant avec Martinez en France. Oui. Ça ne joue jamais à 2 à l'Euro. Le jour Deschamps a décidé de jouer maintenant à 2, maintenant il le sort. Ça veut dire que quelque part, lui aussi ne l'a pas aidé. Et souvent, en bleu, son passé ne l'aide pas parce qu'il n'a pas eu de rendement comparativement à Kolo Muani qui reste sur, je ne sais pas, 5 buts sur ses dernières apparitions en bleu. Donc, ça veut dire qu'en termes de rendement, parce que Thuram aussi, reconnaissons que quand il est sur le terrain, on lui demande d'évoluer en fonction de Mbappé. C'est un joueur qui est placé sur la feuille de match, vous allez voir, il est neuf, mais il n'est pas forcément neuf. Il défend plus, il fait beaucoup plus de travail défensif parce que Mbappé ne défend pas. Et Mbappé, souvent, quand ça prend l'as, vous voyez Thuram qui redescend sur le côté, fait tout le travail défensif. Donc, c'est un monsieur qui n'est pas forcément aidé par le système de Deschamps. Ce qu'on lui demande, il est un peu également victime de Mbappé, de la starification de Mbappé, tout ça. Mais bon, à un moment donné, il est international également. C'est à lui également de savoir s'adapter parce que quand tu es Thuram, oui, on ne peut pas à chaque fois jouer dans le système préférentiel de tout le monde. C'est à lui également de savoir s'adapter, même s'il est le fils d'eux. Voilà. Vous le dites bien. Dès là, rapidement sur lui, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, mais c'est un joueur intéressant, mais Vincent a lâché un mot. Pour le moment, l'adaptation en équipe nationale, ce n'est pas encore ça. Vous confirmez pour vous également, oui, c'est la même chose. Oui, très bien. Parce que c'est vrai qu'en équipe nationale... Je rappelle que je ne suis pas l'avocat de Marcus Thuram. Pas du tout. En équipe nationale, ce n'est pas forcément le même système dans lequel il évolue en club, c'est-à-dire le 3-5-2 avec Simone Inzaghi. Oui. Il évolue beaucoup plus dans un couloir, mais il n'a jamais été un joueur de couloir. Et donc, il faut véritablement que lui aussi travaille. Et l'homme l'a dit tout à l'heure dans sa chute, à lui aussi de travailler ce côté-là pour pouvoir permettre de mettre sa qualité, en tout cas au service de ce groupe-là de l'équipe de France. Mais sur le choix d'hier, moi je me dis, en face c'est l'Israël. Ça va de soi, quoi. Au moins quelques minutes, quoi. Quelques minutes pour un Nkoukou, par exemple, qui n'a plus disputé de minutes avec l'équipe de France depuis pas mal de temps. À cause des blessures. Oui. Si même Nkoukou était, en tout cas, à même de tout son potentiel physiquement, peut-être que Thuram n'arriverait pas à l'Euro. Hein. N'est-ce pas? Sincèrement. Très bien. On reste avec vous pour parler du score de l'Italie 2-2 face à la Belgique. Contre-performance de la nationale qui menait 2-0. Oui, je crois que les Italiens auraient aimé avoir les 3 points. Malheureusement, le déroulé de cette rencontre a permis que l'Italie ne sorte de cette rencontre avec 2 buts partout. Ils ont mené 2 buts à 0, mais derrière, la sanction, ça a été tout de suite une faute sur laquelle on obtient un carton rouge. Derrière, Lorenzo Pellegrini. Derrière, on se fait punir de suite avec la réduction du score. Effectivement. La Belgique à 11 a tout fait pour pouvoir réussir à revenir au score. Peut-être si la France est la bête noire de la Belgique, l'Italie n'en est pas encore. Donc, ils ont tout fait avec Yuri Tillmans qui était capitaine hier, avec tous ces joueurs-là. Ils sont partis au moins avec le point du nul. C'est bien pour la Belgique en matière de mental pour aller chercher, pourquoi pas une victoire face à la bête noire qui est la France. Ça doit être le lundi, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Oui. On rappelle que la Mannschaft n'a pas joué encore. Elle va jouer cette fin de semaine. Aujourd'hui, face à la Bosnie-Herzégovine, la Mannschaft qui va tout feu tout flamme face à la Bosnie, même si on est en déplacement. Que voyez-vous? Ça devrait passer pour cette sélection. Quand on voit J'aime le temps. Normalement. En même temps, une confirmation et une forme de prudence. Ça devrait normalement passer. Maintenant, il faut dire que, comme la Grèce, la Bosnie également peut nous sortir quelque chose de surprenant. Donc, on attend de voir. Mais je pense que le vivier aujourd'hui du football allemand permet quand même à la Mannschaft de marcher sur une équipe comme la Bosnie-Herzégovine, mais il ne faut pas oublier que... De marcher sur... Non, oui, parce que quand on prend... Vous assumez vos propos, non? Oui, quand on prend l'Allemagne... On ne va pas changer après. Et le Bayern, c'est la même vision, c'est la même psychologie des choses, marcher sur l'adversaire si c'est possible. Donc, je pense que normalement... Il fait le geste, la Mannschaft devait normalement...
Gagner. Marcher. Je vais utiliser gagner. Gagner face à la Bosnie. En tout cas, maintenant, on attend de voir ce qui va se passer sur le terrain. Absolument. Parce que c'est également une autre réalité. Oui, tout à fait. Niabri Moussiala, en tout cas, eux, ils sont en forme. Ils vont faire le job. En face, il n'y a plus Dzeko, Pjanic et tout ça. Et voilà, ça, c'est l'ancienne époque. Voilà. On rappelle que l'Espagne sera face au Danemark également. Entre-temps, la Norvège d'Erling Haaland a gagné également. Il s'est offert un doublé, même si la Norvège, oui, c'est pas vraiment ça. 33 buts. 33 buts. 3 passes décisives en 36 matchs. Pour Erling. Pour Erling Haaland. Avec la Norvège. C'est incroyable. On l'attend. Mais il faut aller un peu ailleurs, plus, quoi. D'accord. Oui, après tout, c'est la Norvège, quoi. La Norvège, c'est comme le Soudan. Il ne faut jamais compter avec en tout cas, on sera là lundi pour décrypter les résultats de l'Allemagne, de l'Espagne et puis les autres matchs à venir en cours de semaine avant de retrouver bien sûr les majeurs. Voilà ce qu'on peut retenir pour l'actu du foot européen, entre guillemets. Il y a également quelqu'un qui supporte le Real Madrid qui est à la retraite, mais bon, là c'est autre chose. Ah oui, lui aussi, il est à la retraite. On va désormais donner la parole aux auditeurs comme d'habitude. Oui, juste derrière ceci. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Oui, l'actu qui nous intéresse, c'est la retraite, sinon le stop à la pelouse de certain Andrés Iniesta. Il a dit que c'est bon, il va s'arrêter à 40 ans. Vous qui l'avez vu jouer, en tout cas, vous en tant que féru du foot européen, qu'est-ce que vous retenez du monsieur? Voilà, c'est le moment de pouvoir justement nous rejoindre dans cette fenêtre pour parler justement d'Andrés Iniesta. 92 03 60 31 97 24 26, il dit très bientôt qu'il sera entraîneur de football. On attend de voir s'il va peut-être concrétiser son rêve. Bonjour, vous êtes là? Bonjour, je suis là. Oui, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Ah, c'est monsieur Cyril, j'appelle Dagouin. Monsieur Cyril, Dagouin-Nivé. Oui. Vous nous recevez très bien là-bas. Très bien. Super. Alors, monsieur Cyril, nous vous écoutons sur justement l'annonce de retraite d'un certain Andrés Iniesta. Ouais, il était le meilleur au Barça là-bas. Et nous le souhaitons une belle retraite. On vous attend faiblement. Hein. Essayez de donner du volume à votre voix. Oui. Ok, je disais que oui. Il était le meilleur au Barça. Sans lui, Messi ne fait rien. Ça, il faut dire la vérité. Voilà. Donc, nous lui souhaitons seulement une belle retraite. Et comme il va emprunter le pas des autres comme entraîneur, oui. On lui souhaite une bonne chance. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était meilleur. C'était quoi ses qualités selon vous, vous qui le regardiez jouer à l'époque? Il avait toutes les maîtrises. Tout intellectuellement, il était bien physiquement propre. Il avait tout le regard sur tout ce qui s'est passé autour de lui. Voilà. Je reviens aussi excusez-moi pour le match d'hier, je vous en prie. Non, vous aurez l'occasion à 14h pour revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. 2 minutes. Non, 2 c'est trop. 2 c'est trop, s'il vous plaît. Non, même 1 minute c'est trop, 30, non, même 10 secondes c'est trop. Il y aura une fenêtre à 14h, vous aurez le temps de venir à 14h pour en parler, d'accord? Okay. Merci pour la bonne compréhension, merci beaucoup. À très bientôt. On prend notre derrière monsieur Cyril. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Homonyme. Ah, Angelito. Oui. Vous salue sur le plateau. Oui, le plateau également vous salue, Angelito. Salut Franck. Allez-y. Ok. Oui. Bon, on a dit que c'est ils ont mis le football. Ils ont fait le football, mais lui, il a fait le football comme Léonard de Vinci. Ah, d'accord. Intéressant. Lui, il a fait le football même. Normalement, pas des extraterrestres comme Cristiano et Messi. Iniesta, c'est un homme, il n'y a pas son deux. C'est quelqu'un qui part à la retraite, le football va regretter. Le football va vraiment regretter parce qu'ils ont joué le football, ils ont aimé le football. C'est un maestro, le grand maestro même. Le grand maestro. Vous gardez un bon souvenir de lui? Non, vraiment un grand souvenir même. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé dans le football. J'ai trop aimé Iniesta, il joue avec simplicité, il ne complique pas le jeu, il est à l'aise. Bon, il se présente comme un innocent simple dans le jeu, mais il est trop dangereux. Voilà. J'ai aimé trop et je le félicite beaucoup. Et bon courage à lui. Il n'a qu'à se reposer correctement, quoi. Merci, Angelito. On a bien compris le message. Hein.
Allez, portez-vous bien. Merci infiniment. À très très bientôt. Ah oui, le monsieur, il était simple. Je pense que c'est cette simplicité qui faisait sa première qualité. Voilà, on retient ça de lui. On continue de prendre les auditeurs. Bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour le plateau. Oui. Et l'homme? Hans, oui, Hans. Ça fait quelques jours. Vous allez bien, j'espère? Oui. Alors, oui, ça vous intéresse? Alors, allons-y. Bon, en fait, Iniesta, bon, moi je dirais que c'est un artiste. Un artiste, hein? Oh, oui, parce que quand tu vois son jeu, c'est de la poésie, quoi. Moi, j'aime pas le Barça, mais particulièrement Iniesta et Xavi. Oui. C'était des gens qui nous avaient fait régaler, quoi. Donc, on ne peut que le regretter dans le football. Ça, c'est vrai. Il y a un temps pour toutes choses. Effectivement. Donc, il a fait son temps. Donc, on ne peut que lui souhaiter le meilleur. Vous retenez beaucoup de bonnes choses de lui, quand même. Oh, c'est pour ça que je dis c'est de la poésie. De la poésie. D'accord. Je salue mon ami Delanov. Il est là. Bonjour Hans. Oui, bonjour. Merci. Okay, passez une bonne journée. Merci, mille gratitudes Hans Daoulato. On salue tout le grand marché de Lomé à travers vous. On se dit à très très bientôt pour parler d'autres choses sur la radio qui mouille le maillot. On a encore quelques petites minutes justement, oui, pour parler justement de la retraite, oui, très très fraîche d'Andrés Iniesta. Lui, à 40 ans, il dit stop. On rappelle qu'il a passé 22 ans au FC Barcelone. Il a gagné pratiquement 38 titres, dont 4 Ligues des Champions, 9 Ligas, 2 Coupes d'Europe et une Coupe du Monde en 2010, dont il a été le buteur, le seul, dans la finale face aux Pays-Bas. Bonjour. Bonjour, monsieur Angel. Oui. C'est Charles. Voilà, Charles. Comment vous allez? Ça va bien. Bienvenue sur l'antenne. Nous allons bien. Nous vous écoutons, Charles. Je salue tout le plateau. Oui, le plateau également vous salue. Et non, juste pour dire que Andrés Iniesta, lui, c'est un très grand joueur. Il a fait tout ce qu'il faut. Il a choisi le football. Donc, il a joué. Je tiens de beaux souvenirs pour lui. Donc, il n'a qu'à prendre conscience de ce qu'il veut faire dans l'avenir. Oui. Pour que ça ajoute aussi son statut. C'est tout. Merci beaucoup. Est-il possible de voir quelqu'un encore comme lui dans les années à venir? Oh, ça, bon, on peut avoir quelqu'un, mais pas forcément comme son jeu, son style de jeu. Voilà. Ah oui, c'est bien noté. Merci beaucoup, cher ami. On se dit à bientôt. Ok, ouais. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous appeler. On prend le tout dernier s'il est là, le tout dernier. Bonjour. Bonjour, Sport FM. Nous allons bien et vous? Oui, ça va. D'accord. Et c'est ma première fois d'appeler. Ah ben, nous avons envie de vous applaudir. Bravo, merci beaucoup. Oui, mais bonne arrivée. Ça fait longtemps, à chaque fois, là, j'essaie d'appeler, mais toujours occupé. Ah, désolé. Je me demandais si c'est ceux qui appelaient depuis, c'est eux, on connaît le numéro ou quoi. Mais la persévérance paie toujours, hein. Ouais. Vous avez été persévérant. L'émission, là, non, ça fait des années, j'écoute l'émission. Ah bon? Non, mais... Depuis que j'ai commencé à entrer là, oui. Ça ne va jamais. Non, mais nous saluons votre persévérance. En tout cas, merci beaucoup. Allons-y. Moi, je suis Django, le Madrilène. Django? Ouais, le Madrilène. Waouh, ça c'est un nom particulier. Depuis le campus. Django, le Madrilène. Allez-y. Ok, et moi, vous avez parlé, mais il y a quelque chose qui ne m'a pas plu un peu, c'est que... Il y a un de parmi vous qui a comparé Zidane et Iniesta. Moi, je pense que c'est la nuit. Non, attendez. Nous n'avons pas fait de comparaison tacite entre les deux. Non, pas du tout. Il a dit quelque chose, je répète. Oui. Il a dit que la personne dont Iniesta peut garder la balle. Oui. Aussi longtemps. Oui. Zidane ne peut pas le faire. Non, il a dit garder la balle longtemps sur une distance donnée. Voilà. Sur une distance donnée. Ouais. En tout cas, c'est votre point de vue. Non, pour voilà. moi, entre Zidane oui. et Iniesta, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est-à-dire qui est le jour et qui est la nuit? C'est-à-dire Non, ça veut dire entre le jour et la nuit. C'est exagéré. D'accord. Bon, de toutes les façons, c'est votre avis. On le respecte aussi. Je retiens une seule chose de Iniesta. Oui. C'est en 2009. Le but volé, un but volé marqué contre Chelsea. Oui, d'accord. Bon, il a marqué avec la main en volant pour marquer avec la main ou bien c'est comment? Non,
à l'aide de l'arbitre. À l'aide de l'arbitre, d'accord. C'est ce que vous retenez. D'accord. On a Django le madrilène, on a compris. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, c'est votre avis. Hein. C'est votre avis, oui. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour la nation togolaise. C'est avec joie, c'est avec joie. Django. Merci Django, à très bientôt. Et voilà, Django Ouais. qui, nous a appelé pour la toute première fois. Mille gratitude à lui, vivement qu'il répète tous ses appels les prochaines fois. Tout doucement, messieurs, on est arrivé à la fin justement de ce rendez-vous du foot européen. Le temps de saluer quelques personnes chères à nous. Voilà, mon cher Vicente, on va commencer avec vous. C'est vous l'anniversaire de la semaine. Oui, merci à vous. On vous donne directement la main. À tous ceux qui ont souhaité, à ma modeste personne, des vœux, des messages. Il est simple, hein, comme Iniesta. Non, le plus important, c'est là où on se retrouve. Ah, d'accord. L'information va tomber tout de suite. Hors antenne. Scoop tout de suite. Sinon nous serons envahis. Ouais, sinon, ils seront envahis. Je vais aussi profiter de l'occasion pour rééditer les meilleurs vœux à Vincent. Merci. Déjà, hier, on s'est beaucoup parlé dans la journée. Il sait ce que je lui souhaite. Je souhaite quand même pour lui. C'est ton garçon, donc. C'est mon garçon, hein. Bonjour également à notre ami Django qui a appelé pour la première fois. Et puis je salue mes grands frères, Brice Atipouhou, Alès Atipouhou et puis la grande sœur Lily Atipouhou. Aujourd'hui, c'est particulier pour vous, Delanov. On a bien compris le message. Bref, Et l'homme Nayo. Oui, je salue nos amis de Minneapolis. Ouais, voilà. Et je salue également. La dernière fois, il a appelé quand l'émission était pratiquement finie. Et je salue également Azonko Sename, le bon chemin qui nous a également suivis. Je salue David Diadou et du côté de Radio Lomé. Voilà. D'accord. C'est bon? Ah oui, c'est bon. La suite, l'essentiel, c'est la suite. La suite de la avec part de Vicente Lussoulé. Voilà. Franck Nouniamba. Oui, Vicente qui rentre dans une nouvelle année. On peut que lui souhaiter le meilleur. Merci santé beaucoup. surtout. Et puis voilà, bien de choses à tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour nous suivre. Effectivement. Excellent week-end, à très bientôt. Mille merci et mille gratitudes à vous, messieurs. Mon cher Vicente. Bon, allez-y comprendre quelque chose. Voilà, bon anniversaire encore à vous. Merci. Et voilà, beaucoup de courage parce que la vie n'est jamais facile. Jamais. Vous le savez très bien. Ouais. Même si vous gardez le sourire, c'est déjà bon. Allez, on s'est fait le plaisir de passer des moments avec vous. On salue tous ceux qui nous ont suivis, Eligno d'Orkeno, Elinero du côté de Dakar, notre ami de Minneapolis et tous ceux qui nous écoutent ici et de par le monde. Merci à Eloma Dovan. Mille gratitudes à Sa Majesté Pélagie Mekoum. On se donne rendez-vous lundi pour parler toujours foot européen sur les ondes de Sport FM. Bye bye.